L'incendie de cette cathédrale a suscité une émotion considérable et je pense d'ailleurs qu'aucun autre monument nulle part n'aurait suscité une telle émotion. Ma raison de vivre et ma raison d'être, c'est Notre-Dame de Paris. Des fois, je me dis, quand j'aurai fini, qu'est-ce que je vais faire ? C'est devenu l'affaire de la nation et ça a déclenché un mouvement de philanthropie qu'on n'a jamais connu en Europe à cette échelle-là. Nous avons 340 000 donateurs qui se sont mobilisés pour permettre la reconstruction de la cathédrale. Nous avons à ce jour, et c'est pas fini, parce qu'il y a toujours des donateurs qui donnent de l'argent, nous avons un peu plus de 840 millions d'euros. Donc on ne remerciera jamais assez ces donateurs parce que c'est évidemment grâce à eux qu'on peut conduire ce chantier gigantesque. Le 16 avril au matin, les pompiers m'ont fait rentrer dans la cathédrale pour faire un premier bilan de ce qu'on pouvait voir après l'incendie. Évidemment, les voûtes effondrées, l'eau qui ruisselait sur les murs, etc. Bon, c'était très impressionnant. On marchait sur du charbon de bois, ça sentait le bois brûlé, c'était effrayant. Il y avait de l'eau partout. Et puis c'était surtout une vision de désolation. Mais malgré tout ça, il a fallu que je reste froid et que j'identifie tout de suite les problèmes. Le premier a été celui de protéger les abords de la cathédrale parce que le pignon du transept nord, pendant l'incendie, d'après certains témoins, avait un petit peu bougé. Donc il était impératif d'éviter que tout ça tombe dans la rue. Donc ça, c'était la première chose qui a été faite dès le lendemain de l'incendie. On a conçu un parapluie géant tout de suite après l'incendie, où on a fait venir des poutres de toute l'Europe pour arriver à avoir suffisamment de matériel pour pouvoir sécuriser dans un temps record la cathédrale. Et donc du coup, on a entièrement bâché la cathédrale pour assurer le hors d'eau du monument. L'incendie a eu lieu le lundi, et donc on a pu comme ça protéger les voûtes, puisque dès le vendredi, il s'est mis à pleuvoir. Donc vous voyez, on a été juste au bon timing. Tous ces scientifiques travaillent et apportent des données en fait renouvelées aux maîtres d'œuvre, aux architectes, pour les aider à concevoir leur projet de restauration. Ça ne s'est jamais fait auparavant sur aucun chantier de restauration, et c'est vraiment une méthode qui apporte beaucoup en fait au chantier en lui-même. Donc les archéologues et les scientifiques se sont mobilisés pour procéder au déblaiement et au tri de tous les vestiges effondrés au sol et sur les voûtes de la cathédrale immédiatement après l'incendie, en insistant sur le caractère historique, patrimonial et archéologique justement de ces décombres, qui n'étaient pas des gravats ou des débris quelconques, mais qui avaient bien une vraie valeur scientifique et qu'il fallait absolument pouvoir documenter avant de déblayer justement du site. C'est la première fois finalement qu'on a accès à presque l'intégralité de la charpente, que ce soit la charpente médiévale ou la charpente 19e. On a des éléments effondrés d'un des arcs de la nef qui date de la fin du XIIe siècle, du début du XIIIe siècle, qu'on a pu du coup approcher vraiment de près, claveau par claveau. Ça offre malheureusement, j'aime pas le terme, mais ça offre une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir approcher au plus près la construction de la cathédrale et ses différentes phases de restauration. Il y a une réflexion qui a été donnée sur la sécurisation des arcs-boutants, puisque les voûtes menaçaient d'effondrement. Donc on a conçu un dispositif de cintrage, sachant qu'on est sur 28 cintres, mais qui sont tous un peu différents. On a des éléments qui font 16 mètres de long, qui font 8 tonnes, et qui doivent être insérés latéralement sous les arcs-boutants avec un degré de précision de l'ordre de 4 cm. C'est un échafaudage qui a été conçu en autostabilité sur des consoles métalliques qui ont été posées sur les murs Goutreau. Avec les architectes en chef et tout,
Je dis, moi, je veux des capteurs sur l'échafaudage. On sache si on a un mouvement ou quoi. Deuxième décision, c'est tout de suite de renforcer par tube et collier et de renforcer tous ces points d'appui. Alors, pourquoi ceinturer l'échafaudage? Parce qu'en fait, vous avez une masse qui est sur les appuis en console, comme je dis. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti comme ça. Donc, si vous regardez le mouvement avec les bras, si vous faites ça, en bas, ça s'écarte, en haut, ça veut rentrer. Donc, pour éviter qu'il s'écarte en bas, déjà, c'est un cerclage de poutre en bas. Après, un cerclage de poutre au milieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu, on avait nos porte-à-faux, donc il y avait un vide. Et un cerclage en haut, si vous voulez, pour tenir le haut. Sauf que celui-là, il a été croisé de poutres en travers pour éviter justement qu'il se referme. On a été les mains aussi des échafaudeurs quand on est démonté l'échafaudage incendie et on a découpé tout ce cœur de l'échafaudage qui était complètement fondu. Donc on est intervenu pour tout et tout le monde sur la cathédrale depuis l'incendie, oui. Alors l'orgue de la cathédrale, qui est peut-être le plus puissant, le plus grand d'Europe, est gigantesque. Il a 8000 tuyaux, il a 115 jeux. Il n'a absolument pas été atteint par les flammes, mais la poussière de plomb qui provenait de la fusion de la couverture en plomb du transept s'est répandue dans la cathédrale et notamment dans les tuyaux d'orgue. Donc il a fallu le démonter. Le démontage de l'orgue, c'est assez compliqué parce que l'orgue est composé de milliers et milliers de pièces. 8000 tuyaux pour commencer, qu'on a stocké dans des caisses conçues spécialement pour ce transport. Et pour faire partir toute l'orgue, on a utilisé 4 grands containers et un remorque complet. Tout ça, c'est l'intérieur de l'orgue de Notre-Dame parce que le buffet est resté sur place. L'orgue est parti dans un endroit de stockage secret jusqu'à le moment de la restauration. La difficulté de travailler dans un orgue, c'est exponentiel par rapport à sa taille. Ça veut dire qu'un orgue de 115 jeux à 5 claviers, c'est un instrument vraiment complexe à gérer. Ce n'est pas un travail qu'on fait tous les jours, un instrument de cette taille. C'est pour ça qu'il y avait une équipe de 11 personnes et un planning très précis pour pouvoir bien gérer tous ces travaux. Pendant qu'on faisait la sécurisation, on a également testé des protocoles, notamment pour le nettoyage des chapelles et des maçonneries, ce qu'on a appelé les chapelles tests. On a travaillé donc sur 2 chapelles, une peinte et une non peinte, dans la cathédrale. Une fois qu'on a dépoussiéré, on fait des tests de nettoyage. Par exemple, là sur le chantier, on a utilisé des tensions actifs. Donc on fait quelques tests au rez-de-chaussée, quelques tests au premier étage et quelques tests au dernier étage pour voir si la même intensité a le même résultat suivant les étages. Et une fois qu'on a fait ces tests-là, on les présente pendant les réunions de chantier à l'architecte, à Pascal Prunet, et au conservateur des monuments historiques, Marie-Hélène Didier. Et on discute ensemble de savoir lequel est le plus approprié par rapport au décor mural auquel on a affaire. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la peinture murale et si vous voulez, c'est vraiment la première fois où on restaure tout en même temps. C'est-à-dire que généralement, on restaure la peinture, mais on ne restaure pas automatiquement la pierre ou la sculpture ou tout ce qu'il y a autour. Donc là, c'est vraiment un travail d'ensemble. On va pouvoir capitaliser en fait sur ces chantiers tests, puisque l'objectif, c'est d'appliquer ces méthodes sur l'ensemble des élévations des sols intérieurs de la cathédrale. Alors on a terminé au cours de donc la phase de sécurisation s'est terminée par la mise sous cintre des voûtes donc qui avaient été effondrées ou partiellement effondrées, soit avaient été diagnostiquées par la maîtrise d'œuvre comme fragiles et sensibles, présentant un risque,
Donc on nous a déterminé un ensemble de voûtes à étayer, et donc ça a été pour nous la fin de la mise en sécurité de la cathédrale lorsque la dernière voûte a été étayée. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette phase, c'est l'extraordinaire mobilisation des compagnons qui sont venus. Moi, je suis très fier avec le recul et encore aujourd'hui d'être sur ce site. C'est de contribuer à l'histoire de Notre-Dame, en fait. On a travaillé main dans la main avec les conducteurs d'engins, avec les cordistes, avec les personnes d'Europe Échafaudage, avec les charpentiers, avec les grutiers, et puis avec la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Ça a été une vraie collaboration quotidienne. En fait, on était une seule et même équipe, on était tous là pour la sauver. Le fait de sauver une cathédrale en entier, je veux dire, c'est hors du commun. Ça aurait été une aventure assez marquante, mais dans tous les sens du terme. Il y a eu une Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, une CNPA, et en juillet 2020, l'établissement public, avec les architectes, avec la maîtrise d'œuvre, Philippe Villeneuve, ont présenté un projet de restauration pour l'extérieur à l'identique, conformément aux doctrines de la Charte de Venise. On constitue dans le dernier état cohérent connu. Donc, ce qui veut dire que nous retrouverons dans la flèche de Viollet-le-Duc, avec ses matériaux d'origine, le bois, plomb. Nous retrouverons la couverture du Grand Combe, c'est-à-dire le toit très caractéristique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, plomb. Et nous reconstruirons la charpente en bois, si bien qu'on retrouvera en 2024 la silhouette de la cathédrale de Paris à laquelle nous étions habitués et que nous aimons. Et maintenant, on rentre dans le concret, c'est-à-dire qu'on commence à lancer ces premières opérations de restauration, les premiers gros appels d'offres qui vont permettre de choisir les entreprises pour reconstruire les parties détruites. Nous allons lancer de l'ordre de 100 appels d'offres. Nous avons découpé autant que nous pouvions. Pourquoi ? Pour permettre notamment au maximum d'entreprises de tenter leur chance au chantier de Notre-Dame. Alors il va falloir reconstruire les voûtes, reconstruire la charpente, la flèche et la couverture. Et puis dépolluer la cathédrale, la nettoyer, restaurer le mobilier, restaurer les vitraux, restaurer les grandes orgues, doter la cathédrale d'un nouveau chauffage, d'un dispositif d'électricité, d'éclairage, de sécurité incendie évidemment. Donc ça touche à tout. Tout le monde voulait donner des chaînes pour Notre-Dame. Nous aurons une nouvelle campagne de chaînes pour la charpente, du chœur et de la nef. Là, ce ne sont que les chaînes de la flèche et des bras du transept nord et sud. Dans le mois de mars, la restauration de la tuyauterie va commencer. En été, on va restaurer les parties instrumentales qui sont restées sur place parce qu'il faut travailler à la colle chaude. Ça ne nous permet pas de travailler pendant l'hiver, il faut travailler quand il fait chaud. Et après, les travaux d'harmonie, c'est fait dans les ateliers des facteurs d'orgue, ça veut dire contrôler tuyau par tuyau. Et un an de travail sur place sont prévus pour la réinstallation de l'instrument, calibration de tout système électronique et mécanique, et 6 mois de travail d'harmonie et accord sur place pour que l'orgue soit en parfait état pour la réouverture de la cathédrale. Je suis très très fier du travail et je me dis que dans 50 ans, 100 ans, on aura laissé derrière nous non seulement un beau travail, mais je pense que aussi rassembler des connaissances que jusqu'à présent on n'avait pas. Parce que le but de Notre-Dame, c'est pas de rester Notre-Dame et d'être entre les mains de quelques-uns. Notre-Dame de Paris est un monument patrimoine mondial de l'humanité et à ce titre, c'est un monument qui doit servir de référence aux générations futures. Donc c'est l'avenir en fait qui se fait. Nous nous donnons les moyens d'être en capacité de rendre cette cathédrale au culte, à la visite en 2024, c'est-à-dire 5 ans après l'incendie